Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire dédié à l'alternance et au handicap. Nous allons commencer car le timing ce matin est serré. Vous arrivez tous, là je vois qu'il y a pas mal de participants qui arrivent petit à petit. De toute façon, on commence, vous avez l'habitude par les propos introductifs. On est ensemble pour 1h30. On a beaucoup d'intervenants avec nous qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour nous parler alternance et handicap. Et si vous voulez savoir comment recruter, accueillir et accompagner un alternant en situation de handicap, vous êtes au bon endroit. Donc, bienvenue à vous. En termes de temps, je vous le disais, on est ensemble pour 1h30. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous des interprètes français, langue des signes française, ainsi qu'une équipe de vélotypistes pour rendre accessible notre webinaire. En termes de modalités pratiques, on va diffuser un support qui vous sera entièrement accessible également. Vous pouvez d'ores et déjà le télécharger sur le volet droit de votre écran dans le panneau de configuration. Nous allons aussi regarder régulièrement le chat. Donc, toujours dans ce panneau de configuration, sur la partie droite, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Surtout, n'hésitez pas. On aime l'interaction, on est là pour vous et répondre à vos interrogations. Donc, il ne faut pas hésiter à nous adresser vos questions. Et si jamais on n'avait pas le temps de répondre à tout, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait les questions et on vous envoie une FAQ avec le replay, le support et le questionnaire de satisfaction. Donc, vous aurez tout. Je pense que je vous ai tout dit pour introduire ce webinaire. Je vais diffuser le sommaire. Voilà. Donc, on va avoir quelques propos introductifs en préambule pour rappeler quand même le cadre légal concernant le handicap. Et en plus, on a une actualité à vous partager sur le statut de la RQTH, une actualité toute fraîche. Et du coup, la GFIP sera là pour nous éclairer. Nous passerons ensuite à la partie recrutée où nous aurons le plaisir d'avoir France Travail également avec nous ainsi que la GFIP et puis une de mes collègues développeuse de l'alternance pour le Coatlas. Nous passerons ensuite à la partie accueillir, puis accompagner. Et tout au long de ce webinaire, nous aurons aussi le plaisir d'avoir 2 témoignages. Un témoignage de CFA et puis un témoignage où là, on aura la chance d'avoir l'entreprise, l'alternante et le CFA pour nous partager leur expérience. Et comme d'habitude, on vous a préparé une boîte à outils pour que vous ayez tout en main à la fin du webinaire avec des liens cliquables. On y reviendra après. Mais d'ores et déjà, je vous propose de faire connaissance. Et je vois qu'il y a, j'ai l'impression, déjà des questions. Non, c'est bon. Alors, déjà, faisons connaissance. Je vais vous poser une question, car nous, pour savoir répondre correctement à vos attentes, nous avons besoin d'en savoir un peu plus sur vous. C'est une question sur la taille de votre entreprise. Est-ce que vous êtes une entreprise de moins de 20, entre 20 et 250 ou à plus de 250 ? Je vais lancer le sondage. Pendant le sondage, pas d'inquiétude. On ne voit plus les interprètes, on ne voit plus les sous-titres, ça dure 20 secondes. Donc, on se retrouve juste après. D'accord ? Je lance le sondage. Je compte sur vous pour participer. On a besoin de vos réponses. C'est parti. Je lance le sondage. 3, 2, 1. C'est lancé. N'hésitez pas à répondre. Plus on en sait sur vous, mieux c'est pour cibler vos attentes et puis pour ajuster aussi notre discours. Alors, on a déjà pas mal de répondants. Allez-y, on monte encore les scores. On est à 90% de répondants. Allez, tous ceux qui sont là, vous pouvez participer. Ça nous aide. Ça nous aide. OK. C'est bon. Je ferme le sondage et on partage. Vous voyez, moins de 20, vous êtes pareil entre moins de 20 et 20 et 250. Et puis, on a aussi de grandes entreprises qui sont avec nous. C'est assez hétérogène. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Alors, je vois qu'une personne a un problème de son. Apparemment, c'est une de nos intervenantes. Gaëlle, du coup, je te laisse voir avec Madame Noué, qui apparemment n'a plus de son, si tu peux la contacter. Et en attendant, nous avançons. Alors, je vais du coup appeler avec moi Séverine et Julie, si vous voulez bien allumer vos caméras et vos micros et nous rejoindre. On va déjà commencer par Séverine. Séverine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Et après, on va
parler handicap, loi et cadre légal. Je t'écoute. Bonjour à toutes et tous. Séverine Méon, je suis déléguée régionale adjointe pour l'AGFIP Grand Est. Donc, l'AGFIP, c'est le fonds de gestion pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et donc, nous agissons pour l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et notre cœur de mission, c'est la compensation du handicap, que ce soit donc, pour les parcours vers l'emploi ou dans l'emploi. Et nous avons souhaité aujourd'hui intervenir auprès de l'OPCO Atlas pour justement vous parler de l'alternance. Je vais laisser maintenant Julie se présenter. Merci Séverine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Julie Schrader et je suis développeuse de l'alternance pour la région Grand Est au sein de l'OPCO Atlas. Merci beaucoup à toutes les deux. Et du coup, on va laisser Séverine peut-être commencer sur le cadre légal. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur la loi de 2005. Alors, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées nous a donné une définition qui est inspirée de la classification internationale du handicap et constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société qui est subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors, cette loi, justement, a renoncé à une approche strictement médicale du handicap. Pour aller un petit peu plus loin, justement, le handicap survient quand une personne dont certaines de ses capacités sont altérées va se retrouver dans un environnement inadapté qui va la limiter dans ses activités. La compensation, c'est un droit individuel qui vise, alors on va rester sur cette diapositive un petit peu justement sur deux notions, pour rappeler deux notions essentielles. Alors tout d'abord, le droit à la compensation. Le droit à la compensation, c'est un droit, comme je disais, qui est un droit individuel qui vise à rétablir au bénéfice des personnes handicapées, par exemple, un égal accès à la formation, à l'instar de tout citoyen. L'accessibilité, c'est un devoir de société qui est imposé par la loi. Un ensemble de moyens qui vont être développés pour permettre un meilleur accès des personnes handicapées aux services, aux lieux, aux activités, et qui vont pouvoir être utilisés par tous. L'accessibilité, c'est une réflexion globale qui va être conduite en amont. La compensation, c'est une réponse individuelle qui va être apportée à la personne handicapée pour faire face aux conséquences de son handicap, quelle que soit l'origine, la nature de sa déficience, son handicap, son âge et son mode de vie. Et là, on voit bien que la définition de handicap va mettre l'accent sur l'environnement. Donc, on va, d'un côté, pouvoir apporter, et ça va se mettre en place de concert, des solutions de compensation et des solutions d'accessibilité qui vont être utiles à tous. Si on passe, donc un autre moyen, une autre manière de présenter les choses, si on passe à la diapositive suivante, c'est que finalement, un traitement identique, si on se focalise sur la première image, pour tous, peut entraîner une discrimination. On souhaitait revenir aussi sur la notion de la reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est une décision administrative avec une demande qui est effectuée auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision administrative va permettre à la personne d'obtenir des droits en entreprise, en formation ou en alternance. Et grâce à cette décision administrative, on va pouvoir mettre en place des aménagements de poste de travail, des aménagements
de dispositifs existants. Et donc, à travers cette définition, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Ça veut dire qu'on peut être en situation de handicap sans forcément être titulaire d'une reconnaissance administrative de son handicap. Comme vous l'a rappelé Caroline en début de webinaire, il y a eu une modification en ce début qui est applicable depuis ce début d'année afin de sécuriser justement les parcours de formation et d'emploi des personnes en situation de handicap avec la loi pour le plein emploi qui a prévu des modalités d'accès facilité à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour, d'une part, l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les jeunes de 15 à 20 ans. Cette loi pour le plein emploi, donc, qui a été adoptée le 18 décembre 2023, étend les droits liés à cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, à l'exception des ayants droit de victimes ou pensionnés de guerre. Elle étend donc ces droits donc, à tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et de plus, pour les personnes âgées de 15 à 20 ans, pour ceux qui ont donc l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, donc l'AEH, ou de la prestation de compensation, ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation qui valent désormais reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces publics peuvent bénéficier ainsi d'un contrat aménagé ou d'autres dispositifs dans le domaine de la formation et de l'emploi, comme s'ils bénéficiaient de la reconnaissance sans faire de démarche autre auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est vrai que souvent, on nous a dit, notamment les CFA, les écoles nous remontaient le fait que il y avait des jeunes qui, pendant leur scolarité, avaient justement bénéficié d'un projet personnalisé de scolarisation, mais qui ne se sentaient pas armés pour faire la démarche de RQTH. Et c'est vrai que ça, je pense que ça va vraiment leur simplifier la vie, ça va fluidifier justement ce passage de l'école à l'alternance. Donc, c'est dans cet objectif que ça a été fait pour simplifier la vie des personnes. Donc, merci beaucoup, effectivement, pour cette information qui est très importante et qui est nouvelle. On a eu cette actualisation il y a très peu de temps. Et donc, c'est entré en vigueur et applicable dès le 1er janvier 2024. Merci beaucoup, Séverine, pour ces premières informations. Julie va maintenant nous parler alternance et handicap. Julie, on va passer à justement cette notion d'alternance aménagée. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors effectivement, déjà on le sait, l'alternance, voilà, sans déjà parler de handicap, mais l'alternance c'est quand même c'est un système gagnant-gagnant. On le sait, ça a des avantages à la fois pour les entreprises puisqu'elles vont pouvoir sécuriser des recrutements sur des métiers en tension, former au préalable ces alternants à ses propres métiers, à ses propres process, valoriser aussi son image. Donc l'image de l'entreprise au sein du bassin de l'emploi, et ça a de nombreux avantages également pour l'alternant puisque on le sait, il va avoir sa formation qui va être prise en charge, il va bénéficier d'une rémunération et puis c'est une véritable expérience professionnelle, c'est un excellent tremplin vers l'emploi qui peut être valorisé auprès des recruteurs. Donc maintenant, il est tout à fait possible de réaliser un contrat en alternance pour des candidats donc en situation de handicap. À ce moment-là, on va parler d'alternance aménagée, c'est-à-dire que c'est le contrat classique, mais qui va être adapté. Donc, en fait, il peut être adapté aussi bien au niveau des conditions d'alternance donc en entreprise,
qu'en formation. Donc, c'est valable pour tous les apprenants qui disposent d'une RQTH ou d'un titre équivalent. Et donc, les aménagements, on va avoir des aménagements vraiment déjà sur le contrat en lui-même, puisque on va avoir une absence de limite d'âge, alors que pour un contrat d'apprentissage classique, on est sur une limite d'âge à 29 ans révolus. Donc là, il y a une absence de limite d'âge. Donc, une personne qui dispose d'une RQTH peut faire un contrat d'apprentissage, voilà, sans limite d'âge. On va pouvoir aussi avoir un allongement de la durée du contrat dans la limite d'une année supplémentaire. Et puis, il va y avoir des possibilités également d'aménagement possible à chaque étape du parcours, mais que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la partie de formation. Alors, du coup, comme on a dit, il y a de nombreux atouts à la fois pour les entreprises que pour les alternants. Donc, quels sont les avantages de recruter aussi un alternant en situation de handicap? Eh bien, déjà, c'est d'avoir un coût salarial limité pour les entreprises avec de nombreuses aides financières. Donc, suivant le type de contrat d'alternance, si c'est un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, il va y avoir soit les aides de l'État, dans tous les cas, il y a aussi des aides de la GFIP. Alors, il y a effectivement la disparition récente des aides qui concernent le contrat de professionnalisation. Mais il y a d'autres aides qui existent, notamment des aides de la part de France Travail pour l'embauche des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans ou une aide aussi pour l'embauche d'un demandeur d'emploi de plus de 45 ans. Donc voilà, il y a de nombreuses aides. Il y a aussi pour les contrats de professionnalisation selon les branches une majoration possible du taux horaire pour les publics donc dits prioritaires. Voilà, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, ça permet de répondre aussi à une pénurie de main-d'œuvre sur des métiers en tension qui sont à forte technicité, sur des secteurs très pointus et très spécifiques. Ça va vous permettre aussi, permettre à l'entreprise de sécuriser donc son recrutement. D'être accompagné aussi par les différents acteurs, car il faut savoir que quand une entreprise a recours à un contrat en alternance, qui plus est avec une personne qui bénéficie d'une RQTH, eh ben, l'entreprise, elle n'est pas seule, elle est accompagnée. Elle va être accompagnée aussi bien par le référent handicap qui est en CFA, mais l'entreprise peut être accompagnée par l'OPCO, par la GFIP. Voilà, donc c'est des aides de la GFIP pour compenser le handicap en entreprise, mais c'est aussi un accompagnement et un appui aussi pour que le contrat se déroule au mieux. Voilà, après, ce sont des personnes qui sont quand même très motivées aussi du fait de leur parcours de vie. C'est des personnes qui pensent qu'ils doivent faire aussi plus d'efforts peut-être pour compenser ce handicap. Donc il faut être ouvert et on va pouvoir aller aussi sur des profils différents qui ont des regards aussi neufs. Voilà. Ça va permettre aussi donc de contribuer à la politique RSE de l'entreprise et, comme je vous l'ai dit, de valoriser aussi l'image de l'entreprise auprès du bassin de l'emploi et de répondre bien à l'obligation légale également. Maintenant, donc, on a vu les atouts pour les entreprises, les atouts pour les personnes en situation de handicap. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir accéder à l'alternance sans limite d'âge, la possibilité d'allonger la durée de formation, donc d'adapter ce contrat. C'est également des aménagements qui sont dédiés, comme je vous l'ai dit, grâce aux différents référents handicap, des aménagements qui sont possibles tout au long du parcours, donc que ce soit lors de l'intégration, on va le voir après, ou pendant le contrat, c'est tout à fait possible. C'est également un bon compromis pour lever différents freins aussi. C'est, comme je vous l'ai dit, une véritable expérience professionnelle. L'alternance, c'est quand même très valorisé par les recruteurs. Donc là, c'est le fait de pouvoir rentrer dans un métier concret et d'avoir une expérience sur le terrain. Donc voilà, l'alternance aujourd'hui, c'est quand même un moyen de recrutement qui est de plus en plus utilisé et qui est valorisé de la part des recruteurs. Merci beaucoup, Julie, pour ces informations. Tu peux couper ta caméra et ton micro. On va se retrouver tout à l'heure. On va maintenant accueillir Éric Clini
de France Travail qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Du coup, Eric, vous pouvez allumer caméra et micro, s'il vous plaît. On va faire un petit test son déjà. C'est bon. Ça a l'air d'aller. Vous m'entendez? Oui, Ok, c'est ça bon. va. Bonjour à toutes et à tous. Puis du coup, dans mon propos introductif, je voulais juste peut-être revenir sur la réforme du plein emploi qu'a évoqué Séverine Méon. C'était juste pour rappeler que l'objectif, en tout cas, du projet de loi plein emploi porte l'ambition d'un renforcement de l'accompagnement des personnes à l'accès au retour à l'emploi, avec deux principes, la refonte du processus d'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais aussi la transformation du service public de l'emploi par une organisation rénovée et une coopération renforcée. Et quand on dit ça, en fait, on a deux objectifs, c'est accompagner toutes les personnes à la recherche d'un emploi et accompagner toutes les entreprises qui cherchent à recruter. Et on a deux leviers, et il y a un des leviers qui est le plus important et auquel je voulais faire référence aujourd'hui dans le cadre de cette intervention, c'est celui de l'organisation rénovée du service public de l'emploi et une coopération renforcée entre tous les acteurs. Et la plus belle démonstration, en tout cas, c'est celle qu'on a aujourd'hui, parce que dans le cadre du projet France Travail et de la loi plein emploi, en fait, on a des acteurs de droit, que sont l'État, la région, les départements, les communes, les groupements de communes compétentes au titre des missions du réseau, France Travail, les opérateurs spécialisés, je vais en parler très rapidement tout de suite, mais on a les missions locales, on a Cap Emploi, on a l'APEC en ce qui concerne les cadres. Et ces opérateurs, en tout cas, constituent sur le plan opérationnel le cœur du réseau. Et les deuxièmes acteurs, en tout cas, ceux qui peuvent participer au réseau, OPCO Atlas en fait partie, c'est tous les opérateurs qui sont porteurs de solutions d'accompagnement et d'offres d'accompagnement spécifiques. Et à ce titre-là, en fait, aujourd'hui, on intervient sur cette visio. Et donc, du coup, je pense que c'est important qu'on puisse l'avoir en tête à un moment donné. Donc, du coup, juste pour revenir sur la loi plein emploi, qui date de décembre 2023, en amont, Pôle emploi aujourd'hui se travaille et Cap emploi, en fait, on fait ce qu'on appelle le rapprochement. Et ce rapprochement, c'est la mise en œuvre des lieux uniques d'accompagnement. C'est un accès à une offre de services simplifiée et améliorée pour l'accompagnement des employeurs dans le recrutement des personnes en situation de handicap. C'est valable pour l'ensemble des contrats de travail et puis pour l'alternance. Et donc, du coup, en Grand Est, on a 74 agences France Travail et on a 74 lieux uniques d'accompagnement avec, à minima, dans ces lieux uniques d'accompagnement, une équipe dédiée avec des conseillers France Travail, des conseillers Cap Emploi, à la fois sur la dominante accompagnement des demandeurs d'emploi, sur la dominante accompagnement des entreprises. Donc, aujourd'hui, on est sur le volet entreprise. Si vous voulez bien passer la diapositive. Hop, donc, 4 bonnes raisons de faire appel à l'offre de service. La première raison, en tout cas, de faire appel à l'offre de service intégrée, c'est de bénéficier de conseils sur l'emploi et le handicap. En effet, nos conseillers peuvent vous renseigner sur l'offre de service qui va vous permettre de vous aider à recruter, les aides et les mesures des partenaires, AGFIP présent avec nous aujourd'hui, et le FIP également, en ce qui concerne tout ce qui est le secteur public, et la réglementation et la législation. Sur le deuxième point, en fait, on peut vous apporter un accompagnement sur vos recrutements de personnes en situation de handicap. À la fois, nos conseillers peuvent vous proposer des conseils sur l'attractivité de votre offre d'emploi. Et quand on parle de conseils sur l'attractivité des offres d'emploi, c'est de vous dire comment votre offre d'emploi est positionnée sur le marché sur lequel vous évoluez. Et quand je parle d'évolution du marché, c'est-à-dire que si vous avez un nombre d'offres qui est comparable à la vôtre, le conseiller sera en capacité de vous dire si, en fonction du contenu des éléments que vous avez indiqués dans le corps du texte de votre offre d'emploi, vous êtes attractif ou pas. Et puis après, derrière, il vous permettra aussi, le conseiller, de vous apporter des conseils de manière à ce que vous puissiez avoir des candidats pour vos offres d'emploi.
Donc, les conseils sont sur l'environnement de travail, les activités détaillées, sur les critères de sélection adaptés à la réalité du marché, des spécificités du public. On peut également vous aider dans un sourcing et dans une présélection, c'est-à-dire qu'on vous présente des candidats qui sont en lien avec les éléments et les critères de votre offre d'emploi. Quand on parle de critères ou d'éléments, c'est des éléments par rapport aux compétences que vous recherchez. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que depuis au moins 2 ans maintenant, on a une approche compétences. L'objectif, en tout cas, c'est d'identifier les compétences dont vous avez besoin, les compétences qui sont développées par les demandeurs d'emploi et faire matcher ces 2 critères de manière à ce qu'on puisse vous présenter des candidats qui correspondent à ce que vous recherchez. Alors du coup, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos applis et dans notre système d'information. Et aujourd'hui, on est en capacité de vous donner un scoring de match de compétences et de voir si les personnes qu'on vous présente correspondent à 100% aux compétences que vous recherchez ou s'il y a un petit delta et vous permettre, pourquoi pas, on le verra sur la diapo suivante, de bénéficier d'une aide à l'adaptation au poste si jamais il manquait une compétence en amont du contrat en alternance. Donc, sur le besoin de conseils et de services liés à la compensation du handicap, étant donné que nos équipes sont constituées de collaborateurs de Cap Emploi, donc les conseillers Cap Emploi, en coordination avec les conseillers France Travail, en fonction de vos besoins, vous accompagner pour faire une analyse dans votre établissement, identification des compensations possibles, faire une étude de poste et une accessibilité au regard du handicap du futur collaborateur. Et puis, les conseillers peuvent vous donner des conseils et une mise en œuvre des aménagements de postes nécessaires. Alors, peut-être que Séverine y reviendra plus tard, mais quelquefois, quand on parle d'aménagement de poste, ce sont des choses qui sont très légères à mettre en place et l'accueil d'une personne en situation de handicap ne nécessite pas forcément de gros investissements. Et alors, Séverine est plus à même de parler de la population handicapée qui est sur le territoire, en tout cas Grand Est, mais on n'est pas sur des handicaps forcément lourds. Donc du coup, sortir des stéréotypes qu'on peut avoir par rapport à la personne handicapée. Dernière diapositive. Sur le besoin d'un accompagnement pour l'intégration et le maintien dans l'emploi d'un collaborateur en situation de handicap. Donc, les conseillers Cap Emploi, en fonction de vos besoins, peuvent vous accompagner pour sensibiliser vos équipes et vos managers à l'accueil d'un salarié en situation de handicap, y compris personnes qui seraient en alternance dans votre établissement, à intégrer votre salarié et vous proposer des solutions pour toute situation individuelle dans laquelle votre salarié ou agent risque de perdre son emploi du fait des difficultés liées à son état de santé ou de son handicap. En résumé, LUA, en tout cas, c'est que vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de services et de conseils. Et l'objectif, en tout cas, comme dans le cadre de la mise en œuvre de France Travail, pour les entreprises, il n'y a qu'un seul interlocuteur. Que vous ayez l'habitude de passer par Cap Emploi ou que vous ayez l'habitude de passer par France Travail, avant la mise en œuvre des lieux uniques d'accompagnement, vous aviez plutôt l'habitude en premier soit Cap Emploi et ensuite France Travail. Aujourd'hui, un seul appel FI. Les collaborateurs, en tout cas, échangent régulièrement et donc, du coup, votre besoin sera pris en compte. Et donc, l'objectif de la loi plein emploi, c'est aussi le fameux adage, dites-le nous une fois pour tous, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, en tout cas, seront en capacité de vous apporter les réponses nécessaires à ce que vous puissiez recruter en alternance. Merci beaucoup Eric, c'était très clair et je pense que c'était important de revenir justement sur ces lieux uniques pour donner et pour mettre en visibilité à nos entreprises, pour remettre en visibilité plutôt à nos entreprises tous les services que vous pouvez leur proposer et l'accompagnement que vous pouvez leur apporter. Surtout sur la partie recruiting et sourcing, on voit que c'est fondamental, c'est vraiment une des questions qui revient le plus pour les entreprises, la question du sourcing. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à vous rapprocher de France Travail, comme l'a dit Eric, de votre interlocuteur habituel Cap Emploi, France Travail. Vous serez accompagné sur le sujet. Donc, c'est très important. Je vais regarder sur le chat et pour l'instant, nous n'avons pas de questions sur le sujet. Et si jamais il y en avait, je sais que
Monsieur Clini doit nous quitter après dans le webinaire, mais si jamais il y a des questions qui reviennent sur France Travail, on pourra échanger avec lui pour y répondre ultérieurement. Ouais. Bah, en tout cas, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter, vous pouvez même me laisser mes coordonnées. J'apporterai les réponses nécessaires aux questions s'il y en a. Merci beaucoup. Je vous dis donc à très bientôt. Eric, merci. À bientôt. Un propos, merci beaucoup. Un propos du coup introductif sur Lopco, avant de passer à nos services pour pouvoir vous accompagner et de faire revenir Julie et Séverine pour la suite. On vous accompagne, nous, sur les 13 branches d'Atlas, qui sont celles des services financiers du conseil. Aujourd'hui, dans le champ d'Atlas, vous êtes 185 000 entreprises et vous, du coup, représentez 2 millions de salariés actifs en poste. Et donc, parmi cette population, il y a des personnes en situation de handicap qu'il faut du coup accompagner, évidemment. Et puis, l'idée est de vous accompagner sur les recrutements au travers d'une différente gamme de services que j'espère vous connaissez tous par cœur. Les services liés à la formation, évidemment, pour du coup vous faire monter en compétences suivant les différents besoins que vous avez, de construire également une stratégie formation via votre conseiller emploi formation. Le recrutement en alternance, aujourd'hui, c'est le sujet qui nous occupe et on a différents outils, on va y revenir juste après, pour vous aider à recruter, à sourcer, à poster et à diffuser vos offres d'emploi. Et aussi toute une gamme de services pour vous aider à améliorer vos pratiques RH. Et d'ailleurs, sur le sujet du handicap, Atlas a pris un certain nombre d'initiatives depuis quelques temps, puisqu'on a des branches professionnelles qui sont très impliquées sur le sujet. On a déclenché une étude interbranche sur le handicap qui nous a permis de structurer un plan d'action pour mieux vous accompagner. Le webinaire qu'on fait aujourd'hui, c'est une des actions qu'on propose à destination de nos entreprises, justement pour revenir sur les grandes actualités, sur les informations et les outils qui sont à votre disposition sur le sujet. Donc, il y a un certain nombre d'autres actions qui sont menées. Je pense notamment aux ateliers et aux webinaires Recruter autrement. C'est une série que vous pouvez retrouver dans la boîte à outils Atlas et qui vous présente un certain nombre d'initiatives ou d'acteurs sur le sujet du handicap qui peuvent aussi vous aider à travailler sur l'aspect des recrutements. Il y a d'ailleurs un webinaire la semaine prochaine qui peut vous intéresser sur le sujet. On y reviendra en fin de présentation. On a des actions qui sont dédiées aux entreprises, bien sûr, aux CFA et puis aux branches. Et on vous a créé une page dédiée sur le site institutionnel de Lopco Atlas. Le lien qui est ici est cliquable. Il est aussi dans la boîte à outils à la fin et vous pouvez tout à fait visiter la page pour retrouver un ensemble d'outils et d'informations sur le sujet du handicap. J'ai mis une petite extraction de la page sur le côté droit pour vous montrer à quoi elle ressemble. Mais sans plus tarder, nous allons à nouveau accueillir avec nous Séverine et Julie pour voir justement quels sont les différents services et justement sur les services Atlas. Julie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Annonce Atlas, s'il te plaît ? Alors effectivement, donc Annonce Atlas, c'est un tout nouvel outil proposé par Atlas pour aider les entreprises et les appuyer dans leur recrutement en alternance. Donc en fait, c'est une plateforme sur laquelle l'entreprise va pouvoir se connecter avec ses identifiants classiques Atlas et puis elle va pouvoir poster ses différentes offres en alternance, les publier très rapidement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plateforme qui va utiliser la multidiffusion et c'est un outil gratuit. Donc, ça va aller diffuser ces offres sur les autres plateformes et job boards. Il y a une interface de gestion, ça permet de gérer les candidatures. Ça permet à l'entreprise aussi d'accéder à une CV Tech puisqu'il y a les candidats de l'autre part qui peuvent s'inscrire sur ce site également pour aller voir et consulter les offres des entreprises, postuler éventuellement. Il y a une possibilité aussi, il y a un outil pour postuler aussi en vidéo.
faire un entretien de présélection en vidéo et donc les candidats vont pouvoir mettre leur CV dans une CV Tech qui sera consultable par l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme on vous l'a dit, ce site il est en lien avec de nombreuses autres plateformes avec des partenaires comme l'APEC, Job Teaser, entre autres, mais également il va y avoir un lien avec le job board et qui va renvoyer vers la plateforme aussi de la GFIP. Donc voilà, c'est un nouvel outil, mais qu'on vous encourage vivement à utiliser. Ça peut vous faciliter grandement vos recrutements en alternance. Et puis, un deuxième outil qu'on a développé aussi, c'est le simulateur Atlas, qui vous permet d'avoir une simulation complète lorsque vous décidez d'embaucher un alternant. Eh bien, on va vous demander beaucoup d'informations, que ce soit sur votre entreprise, sur la taille de l'entreprise, sur le profil de l'alternant qui est envisagé ou qui est présélectionné, et de façon à vous donner une simulation très complète. Donc, ça tient compte. Donc, on peut cocher, du coup, ça renvoie aussi qu'on peut cocher une case si jamais vous avez comme projet ou vous avez identifié un futur alternant reconnu travailleur handicapé. Donc, ça va vous permettre de vous donner tous les éléments financiers, que ce soit la rémunération, la prise en charge de la formation, mais également les aides de la GFIP. Et puis, on donne des liens aussi pour renvoyer notamment vers les différents partenaires, que ce soit France Travail, mais également la GFIP. Super, merci Julie. Et justement, ces aides de la GFIP concernant l'alternance, Séverine, quelles sont-elles? Alors, concernant les aides de la GFIP, donc là, ce ne sont pas des aides compensatoires. Nous avons mis en place 2 aides à l'alternance qui visent à encourager les entreprises à recruter une personne en situation de handicap. Donc, il y a une aide à la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Donc, cette aide est d'un montant maximum de 4 000 € pour la conclusion d'un contrat en apprentissage, donc qui est proratisé en fonction de la durée du contrat de travail, donc à compter du 6e mois. Donc, cette aide peut être effectivement prolongée en cas de redoublement de mention complémentaire et elle est renouvelable en cas de préparation à une qualification de niveau supérieur. Alors, au niveau alors elle est facile à obtenir. Au niveau des justificatifs, c'est souvent ça qui va être que les entreprises demandent. Donc, il suffit le dossier est à déposer en ligne. Donc, qu'est-ce qu'il faut transmettre comme élément? Le titre de bénéficiaire, de l'obligation d'emploi ou la demande en cours, une copie du contrat d'apprentissage signé, un relevé d'identité bancaire. Alors, souvent, c'est ce qui manque dans le dépôt de la demande. Donc, bien évidemment, le RIB. Voilà. Et ce sont les seuls justificatifs à transmettre. Concernant le contrat de professionnalisation, alors le montant de l'aide est d'un maximum de 5 000 € et proratisé à compter du 6e mois. Donc voilà pour les aides d'incitation à l'embauche d'un alternant. Alors il y a une aide qui est moins mobilisée par les entreprises et qui pour autant est cumulable avec ces aides incitatives. C'est l'aide à l'accueil et à l'intégration et à l'évolution professionnelle des personnes handicapées. Alors, de quoi s'agit-il? Cette aide vise justement à favoriser finalement cette période d'intégration d'un alternant en situation de handicap. L'entreprise va mettre en place, alors contrairement aux précédentes, ce qui est important de rappeler, c'est que cette aide, par contre, va être prescrite. Alors, c'est quoi ce gros mot, la prescription? C'est-à-dire que cette aide, le dossier va être monté avec l'aide d'un conseiller France Travail, Cap Emploi, Mission Locale ou encore d'un conseiller AGFIP, parce que nous avons également une offre de conseil et d'accompagnement pour aider les entreprises à mettre en place une politique handicap. Alors, l'entreprise va mettre en place un plan d'action qui va préciser finalement ce qu'elle va mettre en place pour sécuriser cette période d'intégration. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être finalement, je vais sensibiliser l'ensemble de mes collaborateurs à la situation de handicap. Je vais mettre en place une période de tutorat, alors qui peut être différente justement de cette obligation
légal de désigner un tuteur en entreprise. Ça va être tout ce qui va permettre finalement de sécuriser cette période d'intégration, un temps d'encadrement dédié, du coaching. Ça peut être un coaching interne comme un coaching externe, un programme de sensibilisation, comme je disais, etc. Et cette aide est d'un montant maximum de 3 150 €. Et ça peut être également pour un changement, une évolution professionnelle. Donc, elle peut être renouvelable, une évolution professionnelle avec un changement de poste à un moment donné. Super, effectivement, Séverine, c'est important de l'avoir en tête. Cette aide, elle est comme vous le disiez, moins connue par les entreprises, et on voit que c'est une ressource supplémentaire encore pour sécuriser le parcours et l'intégration du salarié. Donc, c'est hyper important. Et d'ailleurs, vous évoquiez le cumul. Si on revient sur les slides précédentes, on voit bien que, parce que c'est une question qu'on a souvent, les aides de l'AGFIP que Séverine vient d'évoquer, elles sont cumulables avec les aides de l'État. Alors, un point d'actualité important, c'est que vous l'avez, ça ne vous a sûrement pas échappé, l'aide exceptionnelle pour le contrat de professionnalisation n'est plus d'actualité côté État. Pour autant, vous voyez que vous avez l'appui de l'AGFIP pour mettre en place ces contrats concernant des personnes en situation de handicap. Et puis, autre point, c'est que malgré tout, les critères de prise en charge au sein de l'OPCO Atlas pour la mise en place de contrats de professionnalisation sont très intéressantes en termes de prise en charge et d'accompagnement. Pour les personnes en situation de handicap, on a vraiment une prise en charge qui est majorée au niveau du taux horaire. Et d'ailleurs, il y a eu un choix politique et un choix stratégique qui est que ces taux horaires, normalement, sont pour les bénéficiaires de minima sociaux et donc pour les personnes en situation de handicap uniquement pour ceux qui perçoivent la hache. Et l'OPCO Atlas a décidé d'élargir ça l'année dernière, en 2023, et d'ouvrir ça vraiment à toutes les personnes détentrices d'une RQTH. Et si on fait le lien avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, RQTH et ses équivalences, donc on a vraiment des possibilités intéressantes sur ce sujet. Donc des aides à mobiliser, et on vous accompagne aussi pour vous rappeler l'existence de ces aides, puisque quand vous saisissez votre contrat en alternance sur le site de l'OPCO Atlas, donc sur votre espace My Atlas Entreprise, vous avez une petite coche pour signifier qu'il y a une personne en situation de handicap. Et quand vous cochez cela, on a mis en place des infobulles qui vous envoient vers le site de l'AGFIP avec une note d'information sur l'aide et le lien pour faire la demande en ligne, puisque c'est aussi dématérialisé. Alors, on va passer à la suite. Merci beaucoup, Séverine. On vous retrouve un petit peu plus tard. On va accueillir maintenant, je ne vois pas de questions dans le chat, donc on va pouvoir continuer. On va accueillir maintenant Catel Galisson qui travaille au CFA de la Joliverie. Catel, vous pouvez nous rejoindre. Et ça va être notre premier témoignage. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de témoigner. C'est très important, ça permet de créer du lien. Donc, on a vu dans cette première partie du webinaire, on a une intervention de France Travail, de la GFIP. On voit bien que la coordination et la communication entre tous les acteurs est clé. Pour vous, c'est un point d'appui pour vous repérer dans le paysage alternance et handicap. Il faut que ça reste un point d'appui. En tout cas, c'est la volonté de tous les acteurs et c'est pour ça qu'on travaille tous ensemble. Et puis, ce contrat en alternance, c'est un contrat particulier. Entreprise, CFA, alternant, tuteur, maître d'apprentissage, on a beaucoup de parties prenantes. La communication, c'est fondamental. Et je pense que Madame Galisson a un sujet, justement quelques apports en termes d'expérience à nous partager. Mais déjà, Catel, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis ensuite nous dire dans la phase de recrutement ce qui est crucial selon vous et selon votre expérience. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Catel Galisson, je suis conseillère formation pour référente handicap pour le CFA La Joliverie. Et puis vous voyez aussi sur la diapo BEP, besoin éducatif particulier, donc pour les alternants qui ont des besoins éducatifs particuliers sans forcément de RQTH. Notre CFA, La Joliverie, historiquement, dispense des formations essentiellement post-bac, allant du BTS au master dans des métiers liés au domaine industriel, bureau d'études, mais aussi production.
et tertiaire aussi, administratif et commercial, et on dispose de la formation complète sur la filière expertise comptable. Et puis récemment, on a étendu aussi l'apprentissage à des filières pré-bac, notamment en mixité de parcours, c'est-à-dire que des jeunes qui commencent leur bac pro, notamment en formation sous statut scolaire en temps plein, peuvent la terminer pour la dernière année, la terminale, en apprentissage. Voilà. Donc, je remercie Caroline de m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui, parce que c'est arrivé à un moment assez important où on est, nous, au CFA, en pleine réflexion sur nos façons de faire, justement, dans les modalités de recrutement et de placement en entreprise, et dans la manière dont je peux m'insérer dans ce qui est déjà présent au CFA. Voilà, parce que on s'est aperçu qu'on a un axe d'amélioration à faire à ce niveau-là. Et au CFA La Jolivrie, on a des conseillers formation, ce sont des formateurs qui ont une dimension commerciale et qui sont là pour rechercher des entreprises partenaires pour des contrats d'apprentissage, qui placent les candidats que nous retenons, ou alors qui valident la faisabilité de projets qui sont apportés par les entreprises ou les candidats eux-mêmes. Ce processus, il est vieux, il est aussi vieux que le CFA, donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Il est bien ancré dans les façons de faire, et la prise en compte du handicap, elle doit s'insérer dans cette façon de faire. Et ça nous oblige à repenser nos modes opératoires un peu routiniers, pour lesquels on doit maintenant respecter le fait que le futur apprenti en situation de handicap, il s'inscrive dans ce processus normal, sans le stigmatiser du fait de son statut, mais qui ne l'occulte pas non plus, notamment s'il y a des besoins d'adaptation. Donc, en plus d'améliorer chez nous nos modes opératoires, on souhaiterait mieux collaborer avec les entreprises à ce moment-là du processus de recrutement. Et c'est là que j'ai abordé une réflexion qui m'a amené à la nécessité de repenser nos façons de faire avec les entreprises, et que nos façons de faire se croisent en fait entre CFA et entreprises. Et je voulais donc partager cette vision des choses avec vous. Alors, elle reste toute personnelle, hein, professionnellement parlant, et elle peut occulter certains paramètres que je n'ai pas en tête. Donc, à adapter aussi si besoin. Je vais revenir sur notre façon de procéder, nous, au CFA. L'opportunité pour un candidat de déclarer ses besoins. Alors, ce sur quoi je voulais revenir aussi, c'est qu'en tant qu'établissement de formation, c'est dans notre culture, en fait, et c'est dans notre histoire du handicap porté par l'apprentissage, que de faire un travail d'identification de l'alternant qui a un besoin particulier. Peut-être parce qu'on est en jonction avec un milieu scolaire. Nous, on a beaucoup d'alternants qui viennent du milieu scolaire, et peut-être qu'on est en jonction avec un milieu scolaire, d'alternants qui viennent du milieu scolaire et qui vont vers l'entreprise. C'est peut-être ça aussi notre histoire, mais pas que, je pense. Ça vient aussi de toute l'histoire de l'apprentissage au sein des régions. Et voilà. Donc, nous, au CFA, chez nous, à la Jolivrie, on a l'opportunité pour le candidat de déclarer des besoins et proposé à différents moments lors du processus de recrutement. Alors, le premier moment, c'est lors de la proposition du rendez-vous pour un entretien de motivation, où on demande si le candidat a des besoins particuliers pour passer l'entretien. Si la réponse est positive, ça nous donne forcément une première piste, et en fonction des adaptations qui sont demandées, le conseiller formation ou la personne qui va recruter, le formateur, peut m'associer à cet entretien de motivation. Le deuxième moment, c'est lors de l'entretien de motivation lui-même. Il y a un item dans la grille d'entretien qui est proposé, donc le formateur ou le recruteur va poser la question, mais il n'y a pas d'obligation de réponse de la part des candidats. On ne veut pas le mettre en situation de sensation de discrimination à un moment du processus où la décision de le retenir en formation n'est pas encore définitive. La question, elle est posée en indiquant que cette question-là, elle permet de mieux préparer l'accompagnement en formation. Le troisième moment, c'est à la confirmation de l'inscription, où on indique que le candidat est retenu pour la formation au CFA, et on lui demande alors s'il a des besoins spécifiques, et si oui, de nous transmettre les documents qui attestent de ses besoins. Alors, on en a entendu parler tout à l'heure, hein, on a entendu parler de RQTH, avec la modification de la loi pour les jeunes, eh bien l'AEEH, ainsi que la PCH peut aussi être un justificatif. Le PPS, alors c'est attenant à un GEVASCO, c'est encore un mot barbare, hein, une grille d'évaluation des besoins en milieu scolaire qui donne lieu au PPS, au projet personnalisé de scolarisation, et qui atteste d'un handicap
en milieu scolaire. Il peut y avoir aussi des plans d'accompagnement. Peut-être que si certains d'entre vous ont des enfants en milieu scolaire, ils connaissent les PAP, plans d'accompagnement personnalisé, les PAI, plans d'aide individualisés. Et puis, une autre porte d'entrée qui est assez large, mais qui donne beaucoup d'informations, c'est les notifications d'aménagement d'examen des examens antérieurs. Et c'est aussi une porte d'entrée. Donc, nous, on demande tout ça. Et puis, le dernier moment, c'est lors de la réunion de rentrée avec les alternants. Et ça fait un dernier filtrage, en fait, pour éviter de rater des candidats qui seraient passés à travers les mailles du filet. Donc, dès lors que les besoins sont identifiés et que le contrat d'apprentissage est signé ou est en bonne voie de l'être, moi, je procède à un entretien de recueil de besoins. C'est un premier niveau d'évaluation et d'identification des moyens de compensation ou des adaptations en CFA, en formation. Je dis que c'est un premier niveau parce que je ne suis pas professionnelle du handicap, je ne suis pas ergothérapeute, je ne suis pas neuropsychologue, je ne suis pas psychomotricienne, enfin bref, j'ai une certaine connaissance de certaines situations, mais je ne suis pas professionnelle. Et donc, je peux faire appel en plus pour une évaluation plus fine à des professionnels extérieurs et je mobilise donc là des financements, notamment liés à l'OPCO. Quand je parlais de croiser nos façons de faire entre entreprises et CFA, c'est de cette façon de faire que j'évoquais. Avec le handicap et plus largement les besoins particuliers, peut-être que l'entreprise, elle gagnerait à adopter cette posture ou cette posture proche de celle de l'organisme de formation dans son processus de recrutement. À savoir qu'à un moment donné, elle pourrait initier le sujet des besoins en entreprise. De la même manière que l'on le fait, peut-être lors de la programmation de l'entretien de recrutement, pour demander si le candidat a des besoins particuliers pour passer l'entretien, soit dès l'entretien de recrutement lui-même en fonction de ce que déclare le candidat. Il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des petites pistes là qui donnent une opportunité d'échange, soit lors de la confirmation d'une embauche, comme on le fait lors de la confirmation d'inscription au CFA, soit à nouveau lors du premier jour en entreprise. Il y a souvent parfois une petite réunion, un petit entretien, et à ce moment-là, ça peut être à nouveau répété à ce moment-là. Alors, j'ai bien conscience que cette manière de procéder, elle n'est pas habituelle pour les entreprises, que la démarche de signaler une situation de handicap, elle est normalement à l'initiative de la personne. Cette personne, elle a le droit de ne pas informer l'entreprise de son statut. Mais on s'aperçoit quand on interroge que si elle ne le fait pas, dans bien des cas, c'est parce qu'elle a peur de ne pas être recrutée. Et alors, on aboutit à des situations où l'alternant, il surcompense pendant un moment, et puis à un moment, ça craque, quoi. Et puis, il y a une autre chose à se rappeler, c'est qu'on n'est peut-être pas dans un contrat de travail habituel, on est dans un contrat d'apprentissage. Et ce contrat d'apprentissage, il implique 3 acteurs, dont un centre de formation qui applique des procédures amenées par sa culture, par son histoire et par des modalités aussi liées aux OPCO, hein, notamment, je pense aux 6 modules que l'on applique en CFA qui ont été amenés avec la réforme de l'apprentissage et les OPCO. Donc, peut-être que si l'entreprise elle avait une pratique similaire à ce qui est fait en OF, alors peut-être que le candidat aurait moins peur d'évoquer son statut, sa situation. Parce que moi, de mon côté, en tant que CFA, je n'ai pas le droit non plus d'aller informer l'entreprise. Je peux identifier des besoins, mais je n'ai pas le droit non plus d'aller déclarer cette situation-là à l'entreprise. Ça reste au gré de l'apprenant, au gré de l'alternant. Et puis, il y a aussi, alors moi je pose la question souvent de savoir s'ils ont informé l'entreprise de leur situation. Et souvent la réponse, comme je le disais tout à l'heure, c'est la peur de ne pas être recruté ou de ne pas être gardé. Hein, il y a quand même aussi une période d'essai qui est dans l'alternance. Et puis, comme notre sourcing, c'est souvent des jeunes issus du milieu scolaire, souvent ils n'y pensent pas. Pour eux, c'est complètement séparé, l'entreprise et la formation. Et ils se disent, bah non, je vois pas pourquoi l'entreprise aura besoin de savoir ça, il n'y a pas besoin de savoir. Alors que, en fait, si il y a des besoins, même si c'est un trouble, par exemple, de la lecture, des apprentissages, il y a des fautes, le jeune fait beaucoup de fautes d'orthographe, c'est important que l'entreprise le sache pour que, effectivement, le regard et la façon de s'entretenir avec le jeune ne soient pas le même. Et donc, je leur conseille d'en parler. Je leur propose de les accompagner. Certains acceptent, d'autres sont encore dans la peur. Et moi, mon problème, c'est que souvent, la majorité des entretiens de recueil de besoins que je fais, ils sont programmés à l'entrée en formation. Je suis obligée de prioriser, en fait, en fonction des situations. Et je suis obligée aussi d'attendre
que pour faire l'entretien, qu'il y ait une confirmation qu'un contrat d'apprentissage soit signé. Je ne peux pas le faire avant. Ce qui peut parfois être quasiment à la veille d'une entrée en formation. Donc, du fait du nombre de jeunes qui sont concernés ou de personnes qui sont concernées, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, les entretiens chez moi, ils peuvent s'étaler de mi-juin, juillet jusqu'à début novembre, voire fin novembre parfois, selon la quantité. Et je peux donc tout à fait passer à côté d'une situation qui, sur le plan scolaire, ne dénotait pas de difficultés majeures, mais qui, en poste de travail, peut s'avérer beaucoup plus compliquée. Donc, le fait que l'entreprise qui accueille l'alternant ait une démarche similaire à la nôtre, elle pourrait me permettre, en tous les cas, de réajuster la temporalité ou mon calendrier d'entretien, de recueil de besoins. Elle pourrait même voir, moi j'imagine bien les choses comme ça, qu'on puisse mener un entretien à 4 mains avec l'entreprise et on serait ainsi beaucoup plus performant dans la mise à jour de la situation de la personne, puisque chaque interlocuteur, le référent handicap du CFA et la personne en entreprise participerait de son expertise en fait dans l'échange et dans le plan d'action à mettre en place pour adapter la formation au CFA et en entreprise. Ça permettrait d'éviter à l'alternant d'être mis en difficulté sur des activités qui nécessitent, dans une situation sans handicap, des capacités que l'apprenant n'a peut-être pas. Des activités qui peuvent d'ailleurs entrer en jeu dans un processus de rentabilité de l'entreprise et qui peuvent alors mettre tout le monde en difficulté, notamment donc si le jeune ne peut pas réaliser ces activités. Alors, ça met en difficulté non seulement l'alternant, mais ça met en difficulté l'entreprise et le collectif de travail en entreprise, notamment quand il y a cet objectif de productivité, de rentabilité. Donc, voilà, après, on peut voir comment ça fonctionne. Si ça fonctionne bien par rapport à ce qui est mis en place, on peut monter en puissance, on peut monter en cadence et puis toujours réadapter, toujours re-questionner. Moi, c'est ce que je fais en formation. À tout moment, je re-questionne, à tout moment, je réadapte s'il y a besoin. Voilà. Voilà ce que je voulais apporter comme témoignage. C'est très clair. Merci beaucoup pour votre témoignage. Le message est passé de la collaboration, de la communication. On questionne les pratiques, on partage. Ça paraît essentiel en effet. Je regarde s'il y a des questions pour vous dans le chat. Alors, je n'ai pas l'impression. Par contre, j'ai vu qu'il y en avait d'autres auquel donc, ma collègue a répondu. Merci beaucoup, Julie, pour ton appui. Il y avait une question par rapport à France Travail sur les besoins d'aménagement d'un futur candidat. Comment faire? Combien de temps avant doit-on s'y prendre et comment faire? Donc là, pour répondre à cette question, alors je ne répondrai pas aussi bien qu'Éric, forcément, Clini de France Travail, mais je pense que de toute façon, plus on s'y prend en amont, mieux c'est, ça c'est sûr. Parce que c'est vraiment des choses qui prennent un peu de temps. Donc déjà, s'y prendre en amont. Et puis, vous l'avez vu, Eric a quand même donné des éléments de réponse sur comment s'y prendre. Vous avez un lieu unique de contact. Donc, si vous avez l'habitude de contacter Cap Emploi, gardez cette habitude. Que votre interlocuteur Cap Emploi va vous driver, va vous aider. Pareil pour France Travail. Et si ils ont besoin d'être appuyés sur la question, eh bien, ils pourront venir en appui également. Donc ça, c'est la première chose. Après, j'ai vu qu'il y avait une question, et alors là, ça tombe très bien. Je viens de voir Séverine qui est revenue à l'écran avec nous. Alors, j'ai une question sur les aides AGFIP. Alors, je pense que ça concerne l'aide au contrat pro, la mise en place d'un contrat pro, un contrat d'apprentissage, qu'on parle des aides. Donc, et d'une proratisation à compter du 6e mois. Est-ce que cela veut dire qu'on touche l'aide à partir du 6e mois? Donc, si en tant que CFA, on investit dans les 6 premiers mois pour des aménagements et que l'alternant, pour des raisons de santé, rompt son contrat, ça veut dire qu'on ne sera pas remboursé des aménagements supplémentaires? Donc là, moi, je ne suis pas experte de cette aide, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Là, on parlait bien des aides entreprises. C'est une aide que va toucher l'entreprise. C'est pas une aide à destination du CFA. Mais je vais laisser Séverine répondre à cette question. Elle le fera bien mieux que moi, si tu veux bien. Oui. Alors, il y avait deux choses. Alors, concernant tout d'abord l'aménagement de la situation de travail, parce que dans le cadre d'un contrat en alternance, on est bien dans le cadre de la signature d'un contrat de travail. Donc, effectivement, on va être soumis à une visite d'embauche. Donc, dès qu'on a les préconisations du médecin du travail, on va pouvoir, avec le conseiller Cap Emploi, comme Eric le soulignait, étudier effectivement tous les aménagements nécessaires. Dans ces cas-là, il n'y aura pas de coût pour l'entreprise parce qu'on est dans le cadre de la
compensation du handicap. Donc, on va prendre le surcoût d'un matériel effectivement lié à la compensation du handicap pour que ça ne représente pas un coût pour l'entreprise. Donc, on va pouvoir, dès que le projet de recrutement est en place, pouvoir commencer à travailler, à identifier des solutions de compensation. Donc, c'est en cela où tu parlais effectivement d'anticipation. Donc, dès que le projet de recrutement et que le candidat est identifié, où on va pouvoir étudier avec l'appui, si nécessaire, d'un expert de la déficience. Parce que nous avons à la main donc des conseillers à l'insertion, toute une batterie d'experts pour chacune des déficiences qui peuvent être mobilisés pour pouvoir identifier au mieux les besoins de compensation. Concernant les aides à l'alternance, donc effectivement, il y a des ruptures possibles quand on n'a pas bien sécurisé le parcours. Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, on a des possibilités de remboursement, mais effectivement, on va étudier à partir de quel moment. Donc, et si ce n'est pas l'initiative de l'entreprise, donc on a effectivement, donc c'est à partir du 6e mois, donc il faut minimum 6 mois de contrat pour pouvoir commencer à bénéficier d'une aide. Et donc, cette aide ne va pas être remboursable si les 6 mois ont bien été faits. Et donc, par la suite, effectivement, le remboursement se fera à partir du temps qui n'aura pas été effectué. Concernant les organismes de formation, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui la majoration du coût contrat OPCO. Le CFA va, lorsque l'apprenti est titulaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une extension des droits liés à la reconnaissance pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et pour les jeunes de 15 à 20 ans, donc on l'a vu tout à l'heure, une extension des droits liés à la reconnaissance, où les CFA vont toucher ce que l'on appelle un coût contrat majoré qui peut aller jusqu'à 4 000 €. Et dans ces cas-là, cette majoration du coût contrat va permettre au CFA d'aménager le parcours de formation. C'est à ça que ça va servir. Et cette majoration du coût contrat, si ces 4 000 € ne suffisent pas, l'AGFIP va, sur la base donc d'un dossier et d'une grille d'évaluation des besoins individualisés, pouvoir financer ce que l'on appelle une aide à l'aménagement des situations de formation. Et là, ça se fait sur la base de besoins qui ont été identifiés et qui sont gradués dans le temps, donc par rapport à ce qu'il est prévu de mettre en place. Donc, il y a un plan d'adaptation qui est prévu. Donc, tout ce qui aura été mis en place, donc sur la base de factures acquittées, donc sera financé, et ce qui n'aura pas été mis en place, vu qu'il y a un échéancier, ne sera pas effectivement financé. Donc, il n'y aura pas forcément de remboursement à prévoir. Très clair. Merci beaucoup, Séverine. Comment? J'espère que j'ai été suffisamment claire. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à les mettre dans le chat. On va vraiment faire le maximum pour prendre toutes les questions. Voilà, la personne a répondu en disant oui, c'est tout bon, merci. Donc, Séverine, c'était très clair. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous, du coup, qui êtes avec nous et qui nous regardez. Je vais relancer un petit sondage parce qu'on va passer, et du coup, Séverine, tu peux rester avec nous, on va passer à la partie accueillir, parce que maintenant, on a passé l'étape du recrutement, l'alternant va arriver dans notre entreprise. On va voir comment se passe l'accueil et quels conseils on peut vous apporter. Hein. On n'est pas dans le yaka faucon, hein, mais on donne un certain nombre de bonnes pratiques et de conseils qui peuvent, on l'espère, vous aider. Et du coup, un petit sondage pour, pareil, mieux vous connaître. Et donc là, pas d'inquiétude, pareil, quand je vais diffuser le sondage, on ne verra plus interprète ni la vélotipie. Ça va durer 20 secondes. Et là, la question, elle est très simple. Est-ce que vous avez déjà accueilli une personne en situation de handicap, un apprenti en situation de handicap dans votre entreprise? Réponse oui ou réponse non. Je lance le sondage, vous avez 20 secondes, c'est parti. Alors,
N'hésitez pas à participer. On a besoin de votre participation. C'est toujours mieux pour vous accompagner. Allez-y. On a de plus en plus de votants. Allez-y sur les réponses. D'accord. Ah ben, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. On est quasiment à 50-50. Allez. Je ferme le sondage et je partage. Bon, vous voyez, on est quasiment à 50-50 ans. Donc, il y a des personnes qui ont déjà accueilli un alternant et d'autres pas. Merci. Merci pour vos réponses. Donc, on voit qu'on est à 50-50. Ce que je peux vous dire au-delà des questions que vous allez pouvoir nous poser sur les différentes interventions, si vous souhaitez, vous, partager une expérience aussi, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On se fera un plaisir de la relayer. C'est toujours utile pour tout le monde. Mais passons maintenant à la partie accueillir. Donc, la personne a été recrutée, le processus de recrutement arrive à son terme, mais par contre, on arrive à la phase d'intégration et plus précisément en amont de l'intégration. Donc, quels sont peut-être les conseils et les bonnes pratiques qu'on peut vous partager? Alors déjà, la possibilité d'organiser une rencontre entre le candidat et les RH pour voir si vous en avez une. La mission handicap, hein, ça ne concerne pas toutes les entreprises, on en a conscience, mais s'il y en a une, organiser une rencontre en amont de l'arrivée de la personne, c'est toujours un plus pour faire un point sur la prise de poste. Organiser un point avec le référent handicap du CFA, donc là c'est dans l'hypothèse où la situation de handicap est connue, ou pas, hein, si vous avez peut-être simplement besoin de faire un point avec le référent handicap, si vous avez des questions. On voit que de toute façon, la communication entre tous est vraiment clé. C'est ce qui ressort hein, depuis le début de ce webinaire. Faire passer la visite médicale d'embauche avant la prise de poste. Médecine du travail, un des acteurs clés à mobiliser, un des professionnels pour faire le point. Et c'est là l'occasion du coup de valider l'aptitude de la personne et le cas échéant d'identifier peut-être des besoins spécifiques de compensation. Et tout à l'heure, Eric, qui faisait une référence quand il présentait la partie sur France Travail, il n'y a pas toujours besoin d'aménagement. Donc, même une personne en situation de handicap reconnue et qui a communiqué au CFA et à l'entreprise, parfois, il n'y aura pas besoin d'aménagement de poste. Et ça, c'est 8 cas sur 10. Donc, il y a des fois aussi besoin de désacraliser un peu cette question de l'aménagement qui peut faire peur. Donc, déjà, pas de crainte, il y a des acteurs pour vous accompagner et vous appuyer. Et deuxièmement, ce n'est pas la majorité des situations. Donc, on met en place les adaptations du poste de travail. Donc, ça, c'est dans une situation idéale, quand la personne n'est pas encore arrivée, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que du coup, elle va pouvoir prendre son poste dans les meilleures conditions. Et pareil, on forme et on sensibilise le collectif de travail. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça peut même être tellement en amont de l'intégration que ça peut même être fait quand vous n'êtes pas dans un process de recrutement d'une personne en situation de handicap, parce que vous avez sûrement dans vos entreprises déjà des personnes en situation de handicap qui ne se sont peut-être pas encore déclarées. Donc, former, sensibiliser le collectif de travail en amont, c'est toujours un plus et ça permet de se prémunir de situations qui peuvent être problématiques par la suite. La communication. Et donc, le tuteur et le maître d'apprentissage, on verra juste après qu'il y a des modules de formation qui existent pour vous aider côté AGFIP, côté OPCO. Donc, il y a de quoi vous accompagner. Et comment on peut identifier une situation de handicap? Donc là, imaginons qu'une personne ne vous a pas forcément fait part de ses RQTH. Vous avez des questions. Peut-être que vous remarquez qu'il y a certains freins dans la prise de poste ou dans le déroulé de l'intégration. Eh bien, peut-être que certaines de ces questions peuvent vous aider à repérer des signaux. Notamment, est-ce que la personne peut faire tout ce qui lui est demandé? Donc là, il ne faut pas hésiter, pareil, à poser la question. Ça va souvent être le rôle du tuteur et du maître d'apprentissage dans le cadre d'un contrat en alternance pour vraiment voir si la personne est en capacité de comprendre, d'exécuter la tâche qui est demandée, d'exposer une problématique, de rédiger une fiche. Tout ça, ça peut être des points de repère et des signaux quand on a des freins sur l'exécution de ces tâches. Est-ce que c'est quelque chose qui s'observe dans toutes les situations? Oui ou non? Parce que là, ça peut être aussi un indicateur. Peut-être que c'est une situation à l'écrit qui pose problème. Peut-être que c'est une situation à l'oral. Donc, voilà, il y a encore une fois différents signaux, différentes temporalités qui peuvent vous alerter. Est-ce que la personne, elle est
Elle travaille au rythme qu'on peut attendre d'un alternant qui apprend. Toujours, on se rappelle qu'on est aussi dans un cadre d'apprentissage. Le cadre de productivité n'est pas le même que celui d'un salarié formé et attendu compétent sur son poste. Donc, dans le cadre d'un apprentissage, est-ce que la personne est au rythme attendu? Est-ce qu'elle du coup s'imprègne des apprentissages au fur et à mesure, comme on peut l'attendre d'un alternant? Est-ce qu'elle vient, en termes de zone géographique, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle peut se rendre facilement sur son lieu de travail? Ça, c'est aussi des questions à poser et selon les réponses, des signaux qui peuvent être alertants. Et on arrive au jour J de l'intégration. Alors, quelles sont les bonnes pratiques et les conseils qu'on peut vous partager? Et donc, dans les échanges qu'on a avec les entreprises et avec les acteurs professionnels du handicap, les conseils qu'on a, ce sont les suivants. Donc, s'il y a une aide matérielle ou une adaptation de poste, on la met en place en amont du poste, on l'a vu tout à l'heure, et puis elle n'est pas systématique. Mais par contre, si elle n'est pas systématique, cette aide matérielle ou cette aide technique, il y a une aide humaine qui va forcément, ou qui prend de toute façon énormément de place dans un contrat en alternance en général, et c'est d'autant plus vrai quand on est dans une situation de handicap. Donc, il y a peut-être un travail de suivi plus renforcé, plus rapproché, tout au long de l'intégration à mettre en place avec un dialogue surtout. Maintenir le dialogue entre toutes les parties. Contacter régulièrement le CFA pour voir si tout se passe bien aussi côté formation, ça peut être un plus, notamment en s'appuyant sur le référent handicap. Quand on arrive le jour d'intégration, qu'on communique les consignes de sécurité, peut-être penser, si par exemple on a, c'est un exemple parmi d'autres, ça ne se veut pas pareille vérité générale, mais vous accueillez, imaginons, un alternant malentendant ou sourd, vous lui délivrez les consignes de sécurité, il faut peut-être bien réfléchir à est-ce que s'il y a une alerte incendie, est-ce que le système actuel de mon entreprise va être suffisant pour l'alerter lui du fait qu'il faut évacuer? Est-ce qu'il n'y a pas un signal lumineux à mettre en place? Ça, c'est vrai pour un alternant en situation de handicap, c'est vrai pour un salarié en situation de handicap. Voilà, plus on est, et ça c'est le concept que Séverine exposait au tout début, plus on va être dans l'accessibilité universelle et pas dans la compensation individuelle, de toute façon, plus ça va être au service de tous. Donc ça peut être des petits, des partages de bonnes pratiques et des conseils qui peuvent vous être utiles. Mais il y a des acteurs sur lesquels on peut s'appuyer, évidemment. On le dit depuis le début, on le répète. Et côté CFA, il y en a. Du coup, Séverine, peux-tu nous expliquer du coup cette fameuse ressource handicap formation? Quelle est-elle et comment fonctionne-t-elle? Alors, effectivement, la GFIP a développé une nouvelle offre de service qui s'appelle la ressource handicap formation. Alors, la ressource handicap formation, c'est une offre de service qu'on va trouver sur l'ensemble du territoire national. Alors, qui est une offre de service qui a été développée par la GFIP, mais qui est portée en région avec les grands acteurs de la formation, que sont les conseils régionaux, France Travail. Et cette offre de service a pour objectif de faciliter l'accès à la formation de droit commun, donc pour tous les publics, des personnes en situation de handicap. Et la ressource handicap formation va accompagner les organismes de formation, donc au sens large, OF et CFA, à développer l'accessibilité généralisée et à apporter, à les aider, à aider les référents handicap aussi à adapter les parcours de formation, donc apporter une réponse individuelle en matière de compensation du handicap, à pouvoir proposer des parcours adaptés de formation. Donc on va jouer sur les deux volets, l'accessibilité d'un côté, qui va être utile à tous, et d'autre part, les parcours individualisés. Depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il existe désormais dans chaque CFA, comme tu le disais, un référent handicap. Donc ça veut dire que si besoin, vous pouvez échanger avec le référent handicap du CFA ou le responsable pédagogique de l'organisme de formation de l'alternance. Et dans le témoignage précédent, donc, qui était intéressant, on voit bien que l'alternant va avoir parfois des difficultés à aborder sa situation de handicap avec l'entreprise. De se dire, alors, soit de peur de ne pas voir son contrat pérennisé, ou de se dire, finalement, en entreprise,
voilà, comme si les difficultés allaient disparaître. Sauf que les difficultés sont bien présentes et c'est là où on va se retrouver avec des situations un peu difficiles. La ressource handicap formation va permettre parfois est un acteur externe, alors qui ne va pas faire à la place d'eux, hein, c'est un appui méthodologique, mais qui va pouvoir démystifier un petit peu cette situation et qui propose soutien et conseil pour mieux prendre en compte le handicap en formation. Donc, vous aurez dans le support qui vous est transmis, justement, en cliquant sur ce lien, accès sur l'ensemble des contacts en région. Concrètement, si on passe à la diapositive suivante, la ressource handicap formation va identifier et réunir l'ensemble des partenaires qui disposent des compétences et expertises complémentaires. Dans le témoignage précédent de la Jolivry, on voyait bien, c'est le référent handicap n'a pas l'expertise sur toutes les situations. Et ce n'est pas ce qui est demandé au référent handicap, qui est effectivement l'acteur essentiel. Il est demandé au référent handicap de pouvoir proposer des parcours adaptés de formation, mais même en centre de formation, il est le garant de la mise en œuvre des solutions de compensation, mais il va s'appuyer pour identifier les besoins, il peut s'appuyer sur des expertises complémentaires. Là, encore une fois, l'AGFIP va mettre à disposition des experts, des appuis spécifiques qui peuvent être mobilisés si besoin. Ces expertises sont gratuites. Et la ressource handicap formation va justement donner des clés pour pouvoir conduire cette identification de besoins, co-construire les solutions de compensation, aider à la mise en œuvre et au suivi des aménagements de la situation de formation en centre, mais également en entreprise, parce que c'est ça la clé de la sécurisation du parcours. L'un ne se fait pas sans l'autre, donc la durée, les rythmes, les supports pédagogiques, les espaces de formation, les aménagements techniques. Je rappelle, alors, chose importante qu'on n'a pas dit tout à l'heure quand on a fait le sondage initial, que l'entreprise soit soumise ou non à l'obligation d'emploi, parce que l'obligation d'emploi, c'est uniquement pour les entreprises de plus de 20 salariés, mais pour les entreprises de moins de 20, bien évidemment, même si elles ne contribuent pas à l'obligation d'emploi, elles peuvent bénéficier de l'ensemble des aides et des services de la GFIP. Autre chose importante qu'on n'avait pas précisé non plus, c'est que, et là j'ai perdu le fil de mon propos, mais ça reviendra tout à l'heure, la ressource handicap formation va accompagner à la mobilisation, si besoin, des dispositifs, des financements, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être spécialiste pour pouvoir justement mobiliser l'ensemble de tout ce qu'on vous présente aujourd'hui. Vous avez toujours un acteur qui pourra vous accompagner. Merci beaucoup, Séverine. Alors, on n'est pas en avance et afin de pouvoir bien mettre en lumière le très bon témoignage qu'on a après avec l'entreprise alternante et le CFA, on va être assez rapide et concis sur les aides, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez tout en accès sur le support. On vous a dit que vous pouvez vous accompagner sur le volet justement de la formation, du collectif de travail, sur le fait d'accompagner les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Alors, au niveau de l'OPCO, on a des prises en charge possibles via notre parcours Mentor Atlas, où on peut vous accompagner via des guides, via des modules de formation à destination des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. Donc, les liens sont cliquables là, ils vous emmènent directement sur les pages concernées et où en fait, où les formations sont prises en charge. Et vous avez également un module de formation dans Campus Atlas qui est Manager la diversité, qui peut vous aider à former le management et le collectif de travail. Donc ça, c'est pour le côté OPCO Atlas. Et côté AGFIP, Séverine, peux-tu nous en dire plus sur la plateforme Appui Pro, s'il te plaît? Alors, côté AGFIP, on a développé un nouveau service en ligne d'appui à la professionnalisation. Donc, en cliquant sur le petit logo Appui à la professionnalisation, vous arrivez directement sur la plateforme. Là, vous devez créer un compte et vous ne le ferez qu'une seule fois. Sur cette plateforme qui est entièrement gratuite, vous avez à disposition une offre de professionnalisation où vous allez, en fonction de votre profil entreprise, vous voir proposer alors une offre de formation en e-learning, mais pas que.
des modules de formation également en format synchrone. Vous y retrouverez également tous les ateliers du réseau des référents handicap. Sur cette offre de formation, vous pouvez justement développer vos connaissances et compétences pour mieux accueillir et accompagner les publics en situation de handicap. Sur cette plateforme, ce sont également tous les professionnels qui se voient proposer une offre de professionnalisation. L'idée, c'est que tous, nous puissions développer nos connaissances et compétences pour un monde de travail plus inclusif. Super. Et concernant les tuteurs, voilà, on souhaitait également vous mettre en visibilité cette formation digitale qui est gratuite pour vous, qui a été cofinancée par la GFIP et l'AFDAS. C'est un parcours là qui est 100% digital, 10 capsules de 30 minutes, dont 2 modules généralistes pour s'informer sur le handicap et comprendre le rôle d'accompagnateur, du tuteur et du maître d'apprentissage, avec cette module thématique pour approfondir ses connaissances plus précisément sur le handicap et adapter sa posture, avec un module final pour évaluer sa formation. On a encore beaucoup de difficultés qui nous ont été remontées par vous, justement, pour aussi faire votre déclaration au ETH. Donc, un dernier module qui est en e-learning de 45 minutes sur déclarer son OETH en DSN en toute simplicité, donc qui est disponible sur cette plateforme. Très bien, merci beaucoup Séverine. Mais c'est très important d'avoir en tête ces outils qui peuvent vraiment vous aider à accompagner tuteurs, maîtres d'apprentissage, managers, collectifs de travail. Et si vous avez des questions, toujours la même chose, n'oubliez pas de vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels. On travaille tous ensemble, main dans la main, donc on peut vraiment vous accompagner. Votre OPCO a une convention de partenariat avec la GFIP notamment, et on a à cœur de mettre en visibilité tous ces outils qu'ils ont développés dernièrement et pour lesquels il y a des évolutions constantes pour répondre à vos besoins. Passons maintenant à un témoignage. Donc, je vais demander du coup à Laurine Hammer, Véronique Noué, Françoise Demont, Marion Fontanier de nous rejoindre, d'allumer caméra et micro. Mesdames, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. On est désolé, on a fait un peu la course au niveau du timing. On essaye de rattraper ça, mais on ne veut pas que vous loupiez ce témoignage. Parce qu'on a du coup avec nous aussi l'alternance qui est au sein du Crédit Agricole. Du coup, ce que je propose déjà, c'est que tout le monde se présente. Déjà, alors est-ce que je vais regarder si Laurine est toujours avec nous et si elle n'a pas de difficulté à nous rejoindre. Je suis là. D'accord, Laurine, ça marche. Alors, je vous envoie une invitation à la webcam. Hop. Si vous pouvez activer votre webcam, ce serait formidable. Bon, déjà, on vous entend bien. Alors, ce que je propose, le temps que Laurine nous rejoigne en vidéo, c'est que peut-être Madame Demont, Madame Fontanier, Madame Noué, vous vous présentiez. Allez, en ordre d'apparition. Madame Demont, allez-y. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Françoise Demont, je suis coordinatrice pédagogique à l'École supérieure de la banque. Et donc, j'ai en charge notamment, d'où ma présence aujourd'hui, les formations de licence professionnelle banque qui sont en apprentissage, donc un Bac+3 en partenariat avec l'Université de Strasbourg. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis présente aujourd'hui puisque je suis la coordinatrice pédagogique en charge de la licence dans laquelle Laurine effectue sa formation. Très bien, merci beaucoup. Madame Fontanier. Bonjour, je suis chargée de développement RH au sein de l'École supérieure de la banque et la casquette pour laquelle je témoigne aujourd'hui, c'est parce que je suis aussi référent handicap au niveau national. Très bien. Madame Noué. On ne vous entend pas, alors je regarde si vous avez bien activé votre micro. Oui, pourtant. Allez-y pour voir. Alors, je ne sais pas si vous entendez, nous, on ne vous entend pas pour l'instant.
Alors, du coup, en attendant que Madame Noué puisse nous rejoindre au niveau sonore, je propose à Laurine. Alors, Laurine, si vous pouvez baisser un tout petit peu votre écran, qu'on vous voit mieux, ce serait idéal. Parce que là, pour l'instant, on voit le plafond de votre salle. Super, impeccable. Du coup, Laurine, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de votre parcours également, s'il vous plaît? Alors, il me semblait qu'il y avait une autre chose sur mon parcours au Crédit Agricole après, et pas forcément dans la présentation. Bon, Eh bien, c'est pas grave, Laurine, commencez par vous présenter, il n'y a pas de souci. donc, je m'appelle Laurine Hammer, j'ai 22 ans et je suis en ce moment en études en licence professionnelle, donc à l'École supérieure de la Banque de Schiltigheim et en alternance au Crédit Agricole. Donc, je suis en études en licence professionnelle banque, assurance, banque, finance et chargé de clientèle, conseiller de clientèle particulier. Très bien. Et alors, on va juste voir si Madame Noué, on l'entend. Madame Noué, est-ce que vous pouvez essayer de nous dire quelque chose pour voir? J'ai l'impression que ça ne... Ah. Allez-y pour voir. Donc, j'ai l'impression qu'on a un blocage son côté Madame Noué. Je vais lui envoyer un petit SMS. Et pendant qu'on fait ça, du coup, Laurine, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre parcours? Est-ce que vous êtes arrivé directement au sein du Crédit Agricole, qui est l'entreprise qui vous emploie en alternance, en contrat en alternance, ou est-ce que voilà, vous avez eu d'autres expériences avant avec eux? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors avant de faire ma licence, j'ai fait un BTS aussi dans le domaine de la banque. Avant mon BTS, j'étais en bac pro accueil relations clients usagers, donc un bac professionnel. Et à ce moment-là, j'ai eu mon idée parce que j'aimais bien l'accueil et la relation client et la relation avec les usagers et les clients. Et je me suis rendu compte aussi pendant ce cycle-là que j'avais un intérêt pour l'économie droit. On avait un cours d'éco droit et j'avais de l'intérêt pour l'économie et maintenant le droit aussi. Donc j'ai eu l'idée de faire de la banque en me disant qu'il y aurait à la fois de la relation client et de l'économie. Et donc j'ai voulu faire un stage avant de commencer mon BTS pour confirmer mon choix. Donc j'ai voulu faire un stage dans une banque. Et vu qu'on était client au Crédit Agricole, j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation à Evelyne Muller, ma tutrice. Et en fait, c'est en février 2021 déjà. Et le Crédit Agricole de Drosenheim, c'est au nord de Strasbourg, ils m'ont prise tout de suite, immédiatement, en stage. Donc j'ai fait une semaine de stage d'observation. Et vu que ça m'a plu, après j'ai fait mon BTS. Ils m'ont prise pour mon BTS, donc j'avais des stages. J'avais 14 semaines en tout de stage sur mes 2 ans de BTS. Ensuite, j'ai obtenu mon BTS. Et maintenant, je suis en licence professionnelle. Et ils m'ont encore pris en licence professionnelle. Et ils envisagent même de m'embaucher au siège, au service juridique. Eh bien, c'est un très beau parcours et j'imagine qu'il y a eu des aménagements. Peut-être que Madame Demonde peut nous en dire un peu plus sur les aménagements côté formation, côté parcours alternance. Comment ça s'est passé de votre côté? Alors, à l'annonce de l'arrivée de Laurine, effectivement, alors on a été accompagné pour justement les aménagements par la maison handicap de l'université de Strasbourg, qui est très bien équipée, qui a l'habitude par rapport aux étudiants qui sont à la faculté de Strasbourg. Donc, on a fait des réunions préparatoires pour savoir quels seraient les besoins de Laurine. Et alors, elle est accompagnée également par un de ses collègues qui est en quelque sorte un petit peu en charge de Laurine pour l'accompagner, l'aider à se déplacer dans l'immeuble et sur l'étage. Et au-delà de ça, bien sûr, elle bénéficie d'aménagements pour les examens, dont notamment la possibilité pour certains sujets d'examen d'avoir une traduction en braille et d'avoir effectivement des adaptations des outils pédagogiques que nous utilisons, puisque
À l'US Bank, nous avons beaucoup d'outils pédagogiques digitaux. Et donc, grâce à une aide extérieure, à une personne qui est en charge de la transcription, tous les outils sont adaptés pour Laurine. Donc ça, c'est très bien. Je vois que Madame Noué s'est reconnectée. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on peut refaire un test avec vous du coup? Je vous entends. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette manipulation technique. Et justement, c'est à vous. Laurine nous expliquait un peu son parcours. Madame Demonde nous a expliqué comment ça s'est passé côté formation. Et côté entreprise, du coup, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous avez l'habitude de mobiliser la GFIP? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui vous ont aidé peut-être dans les aménagements de poste pour Laurine? Oui, alors donc je suis responsable de la cellule handicap et emploi au Crédit Agricole. Et pour nous, Crédit Agricole, accueillir, former, accompagner un collaborateur en situation de handicap, que ce soit, je veux dire, lors du recrutement ou après, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Alors, de temps en temps, effectivement, on a des écueils. Alors, au-delà de l'écueil financier, qui, je veux dire, on a la GFIP, on a Cap Emploi, qui est un acteur vraiment majeur pour nous. Le côté financier ne représente pas réellement un problème. Là où on a plus de soucis, c'est à mobiliser une ressource, mais une ressource humaine, en particulier pour Laurine, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos programmes bancaires sont quand même très verrouillés. Et donc, pour pouvoir permettre à Laurine d'y accéder, rien qu'au téléphone, on a vraiment galéré et Laurine peut en témoigner, jusqu'à trouver un intervenant spécialisé en informatique, mais c'est une informatique d'aide, pas un informaticien super génial, mais plutôt un informaticien qui connaît la problématique Braille. Et là, on s'est tourné vers l'Institut Braille et l'association Adèle de Globitz. Donc, ils soutiennent déjà Laurine dans le cadre plutôt privé. Et là, ils ont accepté d'étendre leurs compétences pour lui permettre d'utiliser nos programmes. Donc voilà. Ça, c'est un point important pour vous, entreprise, à avoir en tête. Ce qu'on a, du coup, ce que j'entends, c'est que les relations avec Cap Emploi et GFIP sont là, elles sont fluides, elles sont récurrentes et du coup, vous mobilisez les ressources sans problème. Et vous voyez, il y a eu une situation un peu particulière pour du coup le côté technique et le côté logiciel qui s'est posé. Et là encore, on voit, et ça peut vous servir à vous qui nous regardez si jamais vous étiez dans cette situation, il y a aussi des acteurs qui sont spécialisés sur certaines typologies de handicap qui peuvent vous accompagner pour résoudre certaines situations. Et ça a été le cas du coup pour l'aménagement en entreprise. Et Laurine, peut-être aussi de votre côté, vous avez eu besoin, j'imagine, de mobiliser les aides de la GFIP ou d'autres aides pour vous équiper. Comment ça s'est passé? J'ai pas entendu toute la question. Ah, pardon, c'est pour Laurine, pardon, je n'ai pas entendu toute la question. D'accord, on y reviendra. Merci, Véronique. Je disais simplement, je demandais à Laurine comment ça s'était passé de son côté. Là, du coup, j'ai entendu que vous, côté entreprise, il y a des choses qui sont assez fluides déjà côté AGFIP Cap Emploi, qui marchent bien et qui sont en place. Que vous avez du coup eu une aide ponctuelle sur un institut qui est l'Institut Braille pour faire face à ce problème technique particulier. Et du coup, je demandais à Laurine si, du coup, de son côté, elle avait aussi mobilisé des acteurs, peut-être pour s'équiper au niveau personnel. Alors, effectivement, oui, j'ai sollicité la GFIP pour effectivement des aides un peu sur l'achat. Alors, c'est la banque qui a acheté, mais c'est la plage Braille. Alors, je sais pas trop du coup qui, mais oui, on a sollicité la GFIP pour des aides financières notamment, et pour qu'on puisse acheter la plage Braille. Vous pouvez peut-être la voir, c'est ça? Oui. Oui, Laurine, donc la plage Braille, juste pour expliquer, c'est effectivement une sorte de tablette qui permet à Laurine d'accéder à des mails, justement les examens chez nous, tous les outils digitaux. Donc c'est une tablette qui est adaptée à son handicap. C'est bien ça, Laurine. Oui, c'est un clavier, en fait, c'est un clavier et un afficheur, effectivement, Braille, les deux en même temps.
Il y avait par contre Madame Pachou, je crois, avant que Oui. ça coupe, parce qu'évidemment j'ai de nouveau plus de batterie. Et vous me disiez, il y a eu, et après j'ai plus entendu. Ah, alors, donc, je parlais des aménagements techniques. Alors, si du coup vous avez une problématique de batterie et peut-être que avant de nous quitter, Laurine, vous avez peut-être vous un message à faire passer aux entreprises qui nous regardent, parce que là vous avez un parcours quand même exceptionnel au sein du Crédit Agricole avec des stages, un BTS. Là, vous enchaînez avec une licence pro et peut-être une opportunité de CDI à la fin de ce parcours. Est-ce que vous avez un message à délivrer aux entreprises qui nous regardent? Oui. Alors la batterie, normalement maintenant c'est bon, c'est réglé, je pense. Mais ce que je voulais dire, oui, c'est que en fait, merci au CRE, merci à l'ES Bank et à la faculté de droit de m'avoir accueilli, parce qu'il y a aussi la faculté de droit de Strasbourg, et merci au Crédit Agricole de m'avoir accueilli. Et alors j'ai un lien, comme j'ai dit, fort avec ma tutrice. Juste à mon premier stage d'observation, elle m'a carrément fait une lettre de recommandation pour que je puisse accéder au BTS. Et j'ai été acceptée au BTS, et je pense que la lettre de recommandation a joué. Elle était touchante en plus à être. Et Véronique Noé. Donc Evelyne Muller et Véronique Noé sont particulièrement extrêmement, il y en a d'autres aussi, extrêmement mobilisées pour voilà, une personne handicapée, pour que je réussisse dans l'entreprise. Et maintenant, elles envisagent de m'embaucher. Alors elle et d'autres envisagent de m'embaucher au siège. Donc effectivement, oui, j'ai fait un BTS, ma licence, et je trouve ça important c'est pas toutes les entreprises qui le font. J'ai déjà dû faire d'autres stages avant celui de février 2021 et c'était pas aussi simple. Ils m'ont pas prise tout de suite, ils ont pas forcément, ils avaient un peu, ils savaient pas trop quoi faire. Ils étaient un peu là, bon, ça va être compliqué, comment on va faire, oh mon Dieu, machin. Et en fait, le Crédit Agricole m'a prise tout de suite et on se rend compte que ça marche de mieux en mieux et que quand il y a des créneaux, effectivement, il y a des créneaux de formation et il y a des choses que j'apprends et maintenant on envisage une embauche. Donc c'est important de donner sa chance surtout aux personnes handicapées et tout le monde devrait avoir sa chance et toutes les entreprises ne le font pas. Donc merci au Crédit Agricole. Merci beaucoup, Laurine, pour votre témoignage. Effectivement, c'est important aussi d'entendre ce message qu'on a en plus un parcours qui a permis aussi à l'entreprise de se familiariser avec la situation de Laurine, avec aussi l'alternante qui est Laurine maintenant. On a entendu parler de stage. Effectivement, pour vous, entreprise, c'est un levier aussi peut-être de faire découvrir vos métiers aux personnes en situation de handicap et aux jeunes de façon générale. Le levier des stages, ça peut être pour confirmer un projet d'alternance, pour confirmer un projet de métier, un projet de carrière tout court, mais ça peut être aussi effectivement un levier et on voit que ça concourt aussi à la sécurisation des parcours sur le long terme. Là, on est vraiment sur un parcours exemplaire sur le long terme. Et peut-être, Madame Fontanier, Madame Demonte, Madame Noé aussi, vous avez peut-être des éléments à ajouter sur la relation que vous avez tissée, vous, en tant que CFA, en tant qu'entreprise. Est-ce que ça a été fluide? J'ai l'impression que tout s'est mis en place assez naturellement. Laurine a l'air de demander ce dont elle a besoin de façon assez claire et assez naturelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le lien que vous avez tous entre vous, Madame Demonte, Madame Noé? Alors, moi, je travaille beaucoup avec Madame Noé, effectivement, dans le cadre de la situation de Laurine, mais également dans une autre formation que nous avons pour des gens qui sont en reconversion également. Donc, effectivement, c'est un partenariat je dirais maintenant de longue date. Donc, on se connaît bien. Dans le cadre de Laurine, effectivement, ce qui est à noter, c'est qu'elle ose demander, elle explique les choses et surtout, elle ne lâche rien. C'est-à-dire que quand on lui ferme la porte, elle rentre par la fenêtre. Donc, il n'y a aucun souci. Elle ne lâche vraiment pas, comment dire, son objectif, sa réussite. Et c'est effectivement quelqu'un de très attachant puisque, je veux dire, elle est très enthousiaste, elle a envie et elle se bat pour atteindre ses objectifs. Et donc, ça, c'est vraiment agréable. Et c'est effectivement une belle réussite qu'elle atteigne son objectif de réussite licence
et aussi bien son intégration dans l'entreprise qui l'a accompagnée, effectivement, depuis son BTS et depuis le stage même avant le BTS. Voilà pour Madame moi. Noé? Ouais. Oui, je prends le relais. Donc, effectivement, Laurine est une personne hyper attachante. Mais pour nous, et comme le disait Françoise, on a également d'autres parcours pour des personnes en situation de handicap. Et au niveau Crédit Agricole, on dit toujours, ce qui fait la différence, ce n'est pas le handicap, mais ce sont les compétences. Et je pense que dans le cadre de Laurine, ce qu'on a vraiment voulu mettre en évidence, et pour d'autres aussi, c'est la capacité d'adaptation, c'est la capacité à prendre le taureau par les cornes en cas de difficulté, de s'imposer certes, mais je veux dire aussi pour réussir. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de recruter, de former et ensuite d'embaucher. Ben, on Et voit je pense là, que c'est vraiment hyper important, et je pense que Laurine l'a très bien compris, et c'est pas une fausse promesse, parce que nous avons effectivement notre direction générale qui est tout à fait mobilisée pour donner sa chance à Laurine comme à d'autres, mais Laurine en particulier parce que son handicap, pour nous c'est un handicap, c'était une grosse découverte, je veux dire c'est un handicap qui pour nous semble lourd, certes pour elle aussi, mais c'est quelque chose qu'on rencontre pas tous les jours, et je pense que c'est d'autant plus important de lui donner sa chance, et elle le sait, on a déjà beaucoup communiqué là-dessus, et voilà, pour nous c'est aussi une fierté de pouvoir l'accompagner et surtout de la voir réussir, et espérons de lui trouver une place où elle fera sa place. Voilà. Ben, c'est effectivement un accompagnement exemplaire, et en plus Laurine l'a aussi évoqué tout à l'heure, elle parlait du lien fort qu'elle avait avec sa tutrice, son maître d'apprentissage en l'occurrence. Donc là, on en parlait tout au long du webinaire, la coordination et vraiment le lien entre tous les acteurs, entre toutes les parties prenantes du contrat. On voit là à quel point ça permet de mener un beau parcours comme celui de Laurine. Et peut-être, Madame Fontanier, un mot sur la politique justement de votre école sur le sujet. Je crois que savoir que vous parlez d'Andy ES Bank, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, tout à fait. Le ES Bank a créé une entité Andy ES Bank pour accompagner tous nos apprenants en situation de handicap et leur permettre d'avoir l'accessibilité à toutes nos formations. Donc aujourd'hui, on s'est engagé vis-à-vis de nos apprenants. On a travaillé justement un peu pour rejoindre le témoignage qui a été fait auparavant, c'est-à-dire que c'est aussi pouvoir les détecter en amont de la formation et dès le démarrage pour les suivre au mieux tout au long de leur parcours, puisqu'on s'est quand même rendu compte qu'on avait souvent connaissance, mais au moment des examens, donc à la fin de la formation, pour des aménagements spécifiques, mais on n'était pas forcément interpellé dès le début. Donc aujourd'hui, on sensibilise de plus en plus pour être là dès le démarrage et pas qu'à la période des examens. Et puis, voilà, on apprend aussi en marchant. On a aussi des cas différents tous les ans. On accompagne et on aménage de plus en plus toutes nos formations. Là, on travaille peut-être aussi sur aménager nos supports pédagogiques, comme des cas comme Laurine, avec peut-être des supports oraux. Enfin voilà, c'est tout un apprentissage aussi qui se met en place et sur lequel on essaye de se perfectionner d'année en année. Très bien, merci beaucoup Madame Fontanier. On comprend bien du coup la démarche qui d'ailleurs renvoie aussi à un outil très important pour les CFA qui est la démarche de progrès initiée par l'AGFIP, que je vous invite à consulter ça via la ressource handicap formation. Merci beaucoup parce que en effet, ça permet à des parcours comme celui de Laurine de voir le jour. Donc pour vous, entreprises qui nous regardez, vous voyez à quel point ce maillage entre tous les acteurs est clé pour la réussite du parcours. Je vois une question qui était, alors pas forcément à votre destination par rapport au témoignage, mais qui était une question posée juste avant. J'ai une RQTH qui concerne un handicap invisible et j'aimerais savoir quels sont mes avantages à mettre en avant mon statut auprès de mon employeur. Ça va nous permettre de faire le lien. On est un peu en retard, je suis désolée, mais on prend le temps parce que le témoignage était vraiment très intéressant. Merci beaucoup à vous, mesdames.
Oui, Si vous permettez, je voulais juste bien sûr, rajouter quelque chose. Je veux dire, absolument. pour que, disons, cet accompagnement puisse avoir lieu, dès le début, comme c'est quand même un accompagnement un petit peu atypique, nous nous sommes entourés de Cap Emploi, qui nous a beaucoup aidés pour mobiliser des fonds de la GFIP. Donc, je remercie les deux pour financer ce clavier braille qui aujourd'hui est d'une utilité sans mesure pour Laurine et qui aujourd'hui nous aide toujours et encore sur des points particuliers, sur tous les dossiers, parce que tous les aménagements ne sont pas juste un fauteuil et un bureau. Voilà. Et oui, du coup, et j'imagine que ça fait écho à une question qui était posée d'ailleurs dans le chat plus tôt. J'imagine que pour mettre ça en place, vous avez contacté votre interlocuteur habituel chez Cap Emploi. Oui, tout à fait, tout à fait. Elle s'est mobilisée, elle était là et elle nous suit toujours encore de temps en temps. Elle me fait un message, est-ce que vous avez besoin de quelque chose sur le dossier de Laurine? Merci, bonne journée. Et puis voilà, hein. Je pense que c'est important de tisser ces liens. Et puis c'est aussi pour nous un petit peu, je veux dire, une accroche. Si vraiment on ne sait plus où donner de la tête, ben on a Cap Emploi qui a souvent d'autres idées, de meilleures idées que nous et qui peut nous aider. Et je ne parle pas uniquement du côté financier, hein. Tout à fait. Donc, on voit le lien qui est toujours important à maintenir. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est important de pouvoir partager ça avec tout le monde. Et du coup, je vais inviter Séverine à me rejoindre. On passera. On a fourni la boîte à outils. Vous avez des liens, vous avez des outils qui vous permettent d'avancer sur tous ces sujets. Je ne redétaillerai pas tout ça ici pour qu'on puisse conclure. Et je propose qu'on conclue avec la réponse à la question qui a été posée dans le chat. Quel est l'avantage à se déclarer auprès de mon employeur si j'ai une RQTH qui concerne un handicap invisible? Et puis, du coup, ça nous permettra d'enchaîner sur cette diapo un peu conclusive qui nous dit qu'on a une solution à chaque étape du parcours. Mais du coup, je laisse Séverine prendre le relais là-dessus. Oui, merci. Donc, effectivement, on ne se déclare que si on a un intérêt à le faire. C'est un peu ce qu'on disait, ce que le premier témoignage nous indiquait. Tout dépend du climat qui est instauré au sein de l'entreprise. Si la question du handicap n'est jamais abordée au sein de l'entreprise, s'il n'y a pas de communication faite sur le sujet, l'ensemble des salariés ne vont pas indiquer qu'ils ont une problématique particulière. La question, plus de 80% des situations de handicap sont invisibles. Le fait d'indiquer que l'on est reconnu travailleur handicapé, c'est effectivement qu'il y a des droits qui sont attachés à la reconnaissance. Ça va être de pouvoir mettre en place les solutions de compensation. Donc le fait de déclarer que l'on est reconnu travailleur handicapé, c'est pour permettre justement l'aménagement de la situation de travail et de mettre en place les moyens de compensation nécessaires pour continuer à exercer son activité dans les meilleures conditions possibles, pour éviter justement que la situation ne s'aggrave et pour permettre, comme tout à chacun, les évolutions professionnelles. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais indiquer. Et parce qu'effectivement, sans cette reconnaissance, la GFIP met en place des aides et des solutions de compensation, mais qui sont liées à cette reconnaissance administrative. Donc, sans ce titre, nous ne pouvons pas utiliser les aides. Par contre, dans une situation d'anticipation, ce que l'on a dit tout à l'heure, et j'ai retrouvé mon propos, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que la reconnaissance soit acquise. L'accusé de réception du dépôt de la demande ou le fait que la personne indique qu'elle accepte de s'engager dans une démarche suffit pour mobiliser l'ensemble de notre offre de services, ce qui permet d'éviter les situations de rupture et d'être dans cette situation justement d'anticipation. C'est souvent ça. Justement, si on reprend cette diapositive un peu récapitulative, ce qu'on voulait vous mettre en exergue, c'est qu'une solution de sécurisation du parcours existe à chacune des étapes. Que ce soit avant l'entrée en centre de formation, donc pour apporter un éclairage sur l'analyse des capacités, pour le conseiller à l'insertion, à l'entrée en formation, donc pour financer la compensation, que ce soit
par l'OPCO, via la majoration du coût contrat, aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont reconnues, donc qui sont bénéficiaires de cette obligation d'emploi, et avec la dernière réforme qu'on a vue, l'aide à l'adaptation des situations de formation supplémentaires apportée par la GFIP, une aide au déplacement, l'aide aux prothèses auditives, donc là c'est tout ce qui est compensation du handicap, hein, toutes ces aides sont cumulatives. En formation, on a l'offre de service ressources handicap formation qui va aider le référent handicap avec l'apprenant, donc d'une part à aider à la mise en place de l'accessibilité généralisée des formations et à pouvoir mettre en place des parcours adaptés, identifier ces solutions de compensation pour faciliter l'émergence de solutions. En entreprise, un soutien qui est apporté à l'employeur avec des aides certes incitatives à l'embauche, mais pour reprendre ce qui a été dit dans le cadre des témoignages, c'est qu'on recrute avant tout une personne pour ses compétences. Hein, c'est pas ça qui va décider l'embauche. On a en même temps cette aide à l'accueil et à l'intégration qui permet à l'entreprise, via son plan d'action, de sécuriser encore une fois ce parcours, avec, si besoin, en complément, une aide à l'adaptation des situations de travail, l'AST, mais ce qui ne va pas être dans la majorité des cas, mais là encore c'est possible, et cumulable bien évidemment avec toutes les autres aides à la compensation, hein, aides techniques, comme le rappelait Laurine dans le cadre de son témoignage. Bien évidemment, dans le cadre de la sécurisation, des aides pour aider à l'aménagement des épreuves du passage d'examen, avec l'alternance qui reste encore un des bons moyens pour accéder de manière durable à l'emploi, parce que c'est bien ça, c'est bien ce vers quoi nous tendons aujourd'hui, et nous espérons vous avoir convaincus, mais j'en suis certaine à travers la qualité des témoignages qui nous ont été apportés aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Séverine pour cette slide synthétique et efficace. Effectivement, on espère vous avoir convaincu. Je ne vais pas vous retenir davantage. La boîte à outils est très fournie. N'hésitez pas à l'explorer. Il y a des vidéos qui peuvent vous servir, que vous pouvez diffuser même en interne à votre entreprise. Les outils que la GFIP développe, qui sont gratuits et en accès libre et qui vous permettent aussi de communiquer en interne. Voilà, n'hésitez pas à explorer cette boîte à outils. Pensez à regarder nos prochains rendez-vous, notamment la série Recruter autrement, que nous développons pour mettre en lumière différentes initiatives et différentes associations qui œuvrent sur le sujet. Le prochain webinaire, c'est le 6 juin. Il sera co-animé avec l'APEC, la GFIP et le Comité paralympique et sportif français sur le sujet du recrutement des sportifs et des parasportifs. Donc, toujours le handicap en ligne de mire. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est le 6 juin. On communiquera évidemment sur la question. Et merci en tout cas d'avoir tenu, d'être resté jusqu'au bout. On a dépassé de 20 minutes, j'en suis navrée. Merci à tous nos intervenants pour la qualité de leurs interventions et pour les excellents témoignages aussi. Et puis, n'hésitez pas à consulter et à diffuser le replay. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres webinaires. Je sais plus quoi faire, apparemment elle est à son poste. En revanche, elle a fait que des derniers entretiens, pardon.